Bonsoir, je dis bonsoir parce qu'il est 19h15, ce n'est pas l'après-midi. Donc ce soir nous allons parler d'un thème qui peut paraître surprenant à certaines personnes. Comment le futur peut-il influencer le présent? Comment même le futur peut-il impacter le présent? De ce fait, comment le futur peut transformer le présent? Et si ce futur transforme le présent, il transforme également le futur. Alors, c'est un thème qui est débattu depuis très peu de temps par quelques scientifiques, quelques physiciens, surtout les physiciens qui s'intéressent à la conscience, parce que les physiciens classiques, ce genre de thème, ça les fait frissonner. Donc, on va, je vais vous, on va, comment dire, on va aborder ça de la manière la plus précise possible. Comment le futur peut-il être perçu à l'avance? Je vais prendre un exemple, l'astrologie. Quand un être vient en incarnation, si on dresse son thème astrologique, on voit le panel de son existence. On voit toutes les possibilités qui se présentent à lui, toutes les probabilités, tous les manques, toutes les aspirations qu'il peut avoir. Et on se rend compte dans ce thème, quand l'astrologue est bon, quand il sait vraiment lire entre les lignes, on voit la mission de vie que la personne est venue manifester. Alors, cette mission de vie, c'est pas parce qu'il y a une mission de vie qui est prévue que la personne, elle va la réaliser. Parce qu'on dit en astrologie, et surtout l'astrologie transpersonnelle, que un être qui s'incarne avec sa mission de vie, cette mission, il peut ne pas l'atteindre, son but, il peut ne pas l'atteindre, il peut l'atteindre ou il peut même le dépasser de très loin. Le libre arbitre est une fonction qu'on utilise en permanence et qui est là, omniprésente, donc nous avons le libre arbitre. Alors, comment peut-on, parce que si le futur peut impacter le présent, il faut être capable de concevoir quel sera ce futur. Donc, je viens de donner l'exemple de l'astrologie, ce qui sous-entend que le futur, en astrologie, quand on voit qu'une personne a une mission de vie qu'elle est venue réaliser, c'est que le futur, il est déjà inscrit en lui. Donc, cette personne, elle a un passé, elle va vivre un présent, mais ce présent, il va être en permanence, enfin, peut-être pas forcément en permanence, mais il va être souvent attiré par le devenir de cette personne. C'est-à-dire que des choses qui ont été prévues, imaginons qu'une personne, dans son plan de vie, dans son schéma de vie, décide à un moment donné de devenir peintre, prenons cet exemple. Mais il ne le sait pas forcément. Quand il est venu en incarnation, je vois que vous riez là parce que ça. Super exemple. Parce que l'exemple me concerne. Dans mon thème, c'était pas noté que je pourrais devenir peintre. C'était pas noté du tout, et je ne m'en doutais donc absolument pas. Mais imaginons que ce soit noté, que ce soit indiqué. Si la personne ne le sait pas, si on ne lui lit pas son thème astrologique ou si elle n'est pas astrologue, donc elle n'est pas au courant qu'elle a aussi comme objectif peut-être de réaliser des œuvres picturales. Eh bien, elle peut mettre beaucoup de temps à le découvrir. Ou elle peut ne pas le découvrir du tout et passer une vie où elle va passer à côté de quelque chose qui pouvait être intéressant pour elle. Mais si c'est inscrit dans le thème et que la personne est prévenue de ça, eh bien, elle va beaucoup plus tôt, elle va se mettre très sûrement à peindre beaucoup plus tôt qu'attendre les dernières années de son existence, parce qu'elle est prévenue. Donc, elle va manifester son futur beaucoup plus près dans le présent. Si le futur n'était pas envisageable, je ne dis pas forcément prévisible, bien que parfois il puisse l'être, mais s'il n'était pas envisageable, l'astrologie ne pourrait pas fonctionner, le tarot non plus, la numérologie, c'est même pas la peine d'en parler, le yiking non plus, les précognitions, les prémonitions n'existeraient pas, la télépathie, la télékinésie, comment on appelle ça, la clairvoyance, la clairaudience, tous ces phénomènes n'auraient pas lieu, ils n'auraient aucune raison d'exister. Et si tous ces phénomènes, par exemple la prémonition, si ces phénomènes existent, c'est que le futur, il est en nous, et que ce futur, on peut par moment le contacter.
Les synchronicités sont comment dire, des moments qui nous mettent très souvent en contact avec ce futur qui peut nous impacter dans le présent. C'est même de toutes les manifestations dont j'ai parlé, c'est sûrement celles qui sont le plus propices à nous mettre en contact avec ça. Ce qui veut dire que dans notre milieu des gens, les synchronicités, c'est quelque chose qui nous est familier. Ce qui veut dire que ce phénomène de futur qui peut avoir une influence sur le présent, eh bien, vous l'avez sûrement déjà vécu, et même peut-être parmi vous, à de nombreuses reprises, sans vraiment y prêter attention. Moi-même, il n'y a que peu de temps que je me suis vraiment intéressé à ce phénomène, bien que je navigue autour depuis quasiment 40 ans. Mais je ne m'étais jamais vraiment arrêté dessus. J'étais à la périphérie, donc dans tous les bouquins que j'ai écrits, la vingtaine de bouquins que j'ai écrits, j'en parle de ce phénomène, mais sans vraiment le nommer clairement. C'est-à-dire que quand j'ai eu cette idée de faire cette conférence, enfin cette conférence débat, je me suis dit, mais c'est vrai, mais ce phénomène, je le porte en moi depuis très 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 longtemps. Alors, si ce phénomène existe, c'est que il découle du champ quantique. On a comment on pourrait dire ça? On a trois champs dans lesquels nous vivons. Alors, pour certains, ce n'est pas le cas, pour certains, il n'y en a qu'un. Le plus connu, le plus simple, c'est le champ physique. Donc dans le champ physique, il y a un passé, il y a un présent et il y a un devenir. Dans le champ quantique, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a simplement un présent, un instant présent permanent. Alors c'est vrai que l'idée de concevoir un instant présent permanent qui dure toute l'éternité, ce n'est pas toujours facile à faire. Dans le champ quantique, je prends un exemple. On pose un œuf sur une table, on le fait tomber, il se casse. Bon, sur le champ physique, l'œuf il est cassé, on va chercher une serpillière, du sopalin et on nettoie. Dans le champ quantique, l'œuf il peut remonter sur la table, il peut se reconstituer sans problème. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on accède au passé, on peut faire un voyage dans le temps et aller dans le passé. C'est pas forcément comme ça que ça se passe. Parce que cette histoire de l'œuf, ça n'arrive pas en réalité, ça arrive dans le champ quantique, donc en imagination. Dans le champ quantique, c'est possible. Dans le champ physique, ce n'est pas possible. Donc il y a des gens qui vivent à la fois dans le champ physique et dans le champ quantique. Donc ils naviguent entre les deux. Quand on a des synchronicités, surtout que ce sont des synchronicités qui sont assez consistantes, des synchronicités qu'on peut même appeler extraordinaires ou miraculeuses, ça provient uniquement du champ quantique, ça ne provient pas du champ physique. Alors, pour donner un exemple de l'impact du futur sur le présent, mais ça peut être un futur très très proche. Je prends un exemple que j'ai vu dans un film. C'est un jeune garçon qui adore le football, qui est autiste Asperger. Et donc dans ses buts, quand il analyse toutes les fréquences, toutes les scènes qui se passent, il sait d'avance où le ballon va aller. Il voit toutes les opérations qui vont s'opérer entre les joueurs, mais tout ça en un instant. Il voit tout, ce qui fait qu'il sait, à un moment donné, il sait quelques secondes avant que le ballon arrive dans les buts, il sait exactement à quel endroit le ballon va arriver. Donc il se positionne à l'endroit et le ballon, bien évidemment, il l'arrête. Et alors on voit dans le film, on voit toutes les combinaisons possibles avec des traits qui relient tous les êtres. Un joueur de billard, prenons le billard français, c'est plus simple avec 3 boules. Donc en 3 bandes, le joueur est censé, donc il va envoyer sa boule sur 3 bandes, donc 3 côtés du billard, et à la quatrième bond, la boule qu'il a envoyée va en toucher une, celle qui est n'importe où sur le billard. Je me suis renseigné, même en physique quantique, avec un ordinateur super puissant, on ne peut pas envisager toutes les possibilités, toutes les probabilités de bandes où la boule va toucher les bandes pour arriver à toucher la quatrième boule. Mais dans le monde du quantique, dans la physique quantique, c'est tout à fait possible. Ce qui fait que le joueur grandement expérimenté
avant de donner un coup de quille dans la boule, il voit tout, comme le jeune garçon, qui voit toutes les opérations qui vont se manifester, entre toutes les interactions entre tous les joueurs. Eh bien, l'excellent joueur de billard, il voit ça. Il voit à l'avance, il sait à l'avance exactement où les boules vont toucher les bords du billard, alors que les probabilités sont totalement infimes qu'ils y parviennent. Eh bien, tout simplement parce qu'il a, comment dire, c'est comme le jeune garçon, il est non pas dans le moment où il va taper la boule, il est déjà dans la réalisation du phénomène. Donc le jeune garçon, quand il voit les joueurs, il est dans la réalisation du ballon qui lui arrive entre les mains. Et le joueur de billard, c'est pareil, il voit la finalité de ce qu'il a fait avant d'avoir commencé. C'est ça les manifestations du chant quantique. Alors ça peut paraître surprenant de faire des choses comme ça. Ça arrive aussi très souvent dans les rêves. Alors dans les rêves, on le conçoit parce que les rêves, on n'est pas dans le champ physique, on est sur un champ. Le rêve, pour moi, le monde du rêve, c'est le champ quantique. Le monde des synchronicités, c'est aussi le champ quantique. Quand on est décédé, quand on passe de l'autre côté, quand on est sur le plan dans ce qu'on appelle l'au-delà, on est dans le champ quantique. Mais il y a une chose, moi, à laquelle je pense en permanence, c'est que je lis beaucoup de choses sur le champ quantique. Mais à un moment donné, je ne suis pas en accord avec forcément ce qui est dit. Parce que les physiciens, depuis qu'ils ont découvert le champ quantique dans les années 20, considèrent que le champ quantique, c'est un champ universel. Alors il y a bien la matière noire, 75% de l'univers qui est formé de matière noire, donc pour le moment ils ne savent pas ce que c'est. Mais tout le reste est censé être entouré ou présent dans le champ quantique. Moi je soutiens que le champ quantique que l'on perçoit, enfin celui auquel nous sommes connectés, donc qui a été découvert par les physiciens et celui dont on parle dans les rêves pour le moment, dans les synchronicités, c'est une fréquence parmi des multiples d'autres. C'est-à-dire que je pense que c'est la fréquence la plus basse du champ quantique et qu'au-delà de cette fréquence, il y a d'autres fréquences beaucoup, beaucoup plus vastes qui permettent des choses absolument inimaginables, parce que déjà que la fréquence du champ quantique, ça paraît déjà complètement miraculeux, mais c'est une fréquence à laquelle on a accès, nous, en tant qu'être incarné. Mais il y a des fréquences pour les êtres qui sont désincarnés ou des êtres de conscience dans l'univers. Ils évoluent dans des champs qui sont surquantiques. Donc, toutes les théories qui découlent du champ quantique, pour moi, il faut les percevoir avec des limites. Alors que le physicien classique, il considère que le champ quantique est absolument sans limite. Mais bon, peu importe pour nous ce soir. Donc, on évolue dans 3 mondes. Et on va prendre pourquoi tout ça, ça fonctionne. Parce que certains physiciens disent que nous vivons dans un hologramme. Et que chaque parcelle de l'univers est un fragment de l'hologramme. Et le principe de l'hologramme, c'est que chaque parcelle de l'hologramme contient la totalité de l'hologramme. C'est-à-dire que dans une parcelle de l'hologramme est inscrit l'ADN de la totalité de l'hologramme. Alors, dit comme ça peut paraître, on se dit, tiens, ça peut être simple. Sauf que, il n'y a pas un hologramme. S'il y a l'hologramme universel, cet hologramme universel, l'univers, il est constitué de galaxies. Ces galaxies, elles sont constituées de cosmos. Les cosmos sont constitués de systèmes solaires. Les systèmes solaires sont constitués de planètes. Certaines planètes ont des règnes de la nature, comme la planète Terre, qui a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne des esprits de la nature, le règne humain, et même une partie du règne spirituel qui est attachée à la Terre. Donc le premier hologramme auquel nous sommes confrontés, c'est l'humanité. Donc l'humanité est un hologramme gigantesque, mais face à l'hologramme colossal de l'univers, c'est même pas un grain de sable sur une plage immense. Mais bon, notre hologramme, si l'humanité est un hologramme, ça sous-entend que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Nous sommes tous en connexion les uns aux autres et en permanence, quel que soit le moment, autant sur le plan physique que sur le plan subtil, quand on est désincarné ou quand on est en train de dormir sur le plan du rêve. Mais cet hologramme humanité,
C'est pour ça pour ça que les synchronicités peuvent advenir, parce que nous sommes tous connectés les uns aux autres. Sinon, les synchronicités n'auraient aucune raison d'être. Alors, la synchronicité la plus basique, mais tiens, le téléphone sonne, ça me fait penser à ça. La plus basique, on pense à quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis des années. Quelques minutes après ou quelques heures après, le téléphone sonne, même si la personne habite à l'autre bout du monde, on s'est connecté à la personne. Alors, consciemment ou inconsciemment, elle a capté l'intérêt que l'on a porté à lui, donc comme si deux cellules se sont connectées ensemble, deux cellules, donc les cellules humaines bien évidemment. Donc l'autre personne, elle a contacté notre intention et elle se connecte à nous et elle nous appelle. Si on n'était pas dans un monde holographique, avec cette interconnexion entre tous les points, donc on est des milliards d'individus sur Terre, incarnés et désincarnés, donc chaque personne est une parcelle, un fragment de ces milliards d'individus. Mais il y a des synchronicités qui vont au-delà de l'humain. Des synchronicités qui se mettent en lien avec des animaux, pour les personnes qui sont, comment on appelle ça, qui écoutent les animaux. Oui, les communicants avec les animaux. Il y en a qui ont des synchronicités avec des plantes, les personnes qui ont la main verte, des personnes qui ont des synchronicités avec le monde minéral, avec des pierres précieuses. Ce qui sous-entend que chaque règne de la nature est aussi un hologramme. Ça sous-entend que les hologrammes des règnes de la nature sont connectés aux nôtres. Donc il n'y a pas que l'hologramme de l'humanité. Sur Terre, il y a l'hologramme de tous les règnes de la nature. Donc il y a déjà cinq hologrammes qui sont interconnectés et qui sont fondus, enchaînés les uns dans les autres. C'est pour ça que certains peuvent communiquer avec des animaux, certains peuvent communiquer avec des plantes, certaines peuvent communiquer avec des pierres précieuses. Mais la planète Terre qui nous accueille est aussi un immense hologramme qui contient tous les champs, enfin tous les règnes de la nature dont je viens de parler, qui sont chacun des parcelles d'hologrammes de ce champ planétaire. Ce qui fait qu'on peut se connecter avec des intentions qui sont liées à l'esprit de la Terre, avec ce que les écologistes appellent l'esprit de Gaïa, ce que les ésotériciens appellent le logos planétaire, Sanat Kumara, l'ancien des jours. Enfin, il a des noms, le grand esprit chez les Indiens d'Amérique du Nord. Mais cette planète, cette conscience planétaire, elle est aussi reliée à d'autres consciences planétaires, rien que dans notre système solaire, ce qui fait que chaque planète du système solaire est une parcelle de l'hologramme système solaire, qui lui-même est un hologramme d'un cosmos plus vaste, qui contient des quantités de systèmes solaires et comment dire, le zodiaque, les constellations du zodiaque. Donc voilà, c'est un enchevêtrement permanent. S'il n'y avait pas cet enchevêtrement permanent, le futur ne pourrait pas nous impacter. Alors, un exemple. Pourquoi on est capable comment on est capable de percevoir des choses qui vont se passer dans le futur? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce phénomène dans les années 90, je crois que c'est vers la fin des années 90, à l'université de Princeton aux États-Unis, il y a un groupe de chercheurs qui ont voulu vérifier que l'inconscient collectif de Jung a une réalité. Donc comment le faire? Eh bien, ils ont inventé un appareil qu'ils ont appelé, ils ont créé des générateurs d'ondes. Donc ce sont comme des capteurs d'ondes qu'ils ont implantés dans des lieux de haute densité de population. Alors je ne sais plus combien ils en ont fait. Donc ça s'appelait le projet de conscience globale. Alors ça fait 30 ans que ça dure, et donc ces capteurs, enfin ces boîtiers capteurs de générateurs d'ondes sont connectés aux ordinateurs à Princeton. Et donc ça tourne en permanence 24 heures sur 24 depuis plus de 30 ans. Et donc, comme ça, c'est dans des lieux de haute densité de population, ils se disent, quand il y a des moments d'intense émotion sur la planète, si l'inconscient collectif existe réellement, les capteurs, les générateurs d'ondes vont capter quelque chose. Eh bien, effectivement, quand il y a un événement important, enfin, sur le plan émotionnel, bon, je prends l'exemple, les tours du World Center, le tsunami en Asie du Sud-Est en 2004, qu'est-ce qu'il y a eu encore, la mort de la princesse Diana, des tremblements de terre,
comme à Haïti. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu comme ça un événement qui a impacté, et sur le plan émotionnel, c'est bien évidemment émotionnel, qui a impacté ou la population mondiale, ou simplement une partie importante de la population mondiale, les générateurs d'ondes l'ont capté, et sur les graphiques des ordinateurs, on voit des chocs qui sont envoyés. Donc ils n'ont pas été surpris, puisqu'ils avaient élaboré tout ça pour simplement vérifier que ça existait réellement. Mais alors, leur grande surprise, la chose à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout, c'est que les chocs émotionnels les plus importants, à chaque fois, ont été enregistrés plusieurs heures avant que l'événement arrive. Alors ça les a laissés pantois. Ce qui sous-entend que ces générateurs d'ondes, ils captent les pensées, les émotions qui sont véhiculées dans le champ akashique ou le champ quantique. S'il n'y avait pas de champ quantique, l'inconscient collectif de l'humanité, ou les égrégores, comme on appelle ça, ou les champs morphogénétiques chers à Rupert Sheldrake, le biologiste, n'auraient pas de réalité. Donc comme tout ça provient du champ quantique, eh bien ça arrive. Et par exemple, je prends les tours. Pendant des jours et des jours, ça tournait en boucle sur les télévisions du monde entier. Donc à chaque fois, à chaque instant, les générateurs d'ondes envoyaient des impacts sur les ordinateurs à Princeton. Mais aucun impact pendant des jours et des jours n'était aussi important que celui qui a été capté 3 heures avant. Ce qui sous-entend que l'inconscient collectif de l'humanité ne savait pas forcément qu'il allait se passer un drame provoqué par 2 avions qui allaient s'écraser sur 2 tours. Mais dans l'inconscient collectif de l'humanité avait capté une intention délibérée, une intention qui avait été provoquée par cet Ben Laden à l'époque, qui avait financé une opération où des terroristes ont appris à piloter des avions de ligne qu'ils savaient qu'ils allaient détourner. Ils ont fabriqué des armes, c'était des couteaux dans des matériaux qui ne passaient pas, qui ne seraient pas détectés aux aéroports. Donc l'inconscient collectif avait capté tout ça, avait capté une simple intention. Alors c'est vrai que cette intention, le fait que ce soit financé, qu'ils prennent des cours de pilotage, élaboré, ça a sûrement pris plusieurs mois, peut-être une année à élaborer. Donc pendant une année, ces êtres-là, Ben Laden et puis son groupe de terroristes, ont envoyé dans les éthers de l'espace des intentions que l'inconscient collectif de l'humanité a captées. Et alors que le choc le plus important ait lieu 3 heures avant, c'est quand même surprenant. Il s'est passé la même chose pendant le tsunami. Alors, il s'est passé la même chose à chaque fois. Mais le tsunami, c'est pareil. Là, c'est pas pareil. Avec les World Trade Center, il y avait des êtres qui ont préparé longuement le processus. Le tsunami, c'est arrivé comme ça, de manière foudroyante, un tremblement de terre souterrain, sous la mer, une vague est créée, et puis elle déferle. Je crois que ça arrivait à... Comment ? Ah, c'était pour moi. À 700 km/h. Mais comment l'intention, est-ce que l'inconscient collectif de l'humanité a pu capter une intention d'un tremblement de terre quelques heures avant qu'il arrive? Parce que là, on n'est plus avec des humains, il n'y a plus d'émotion. On a capté ces êtres-là, on a capté, l'humanité, une partie de l'humanité a capté un mouvement de l'écorce terrestre. Alors peut-être que le mouvement, il avait déjà débuté peut-être depuis de nombreuses heures, ou peut-être depuis plusieurs jours. Et donc on est capable de capter des choses de ce type-là. On est capable de tout capter. Ce qui sous-entend qu'on est aussi, dans l'absolu, capable de capter des choses qui se passent dans d'autres systèmes solaires et même dans d'autres galaxies. Oui, Marie-Odile ? Les animaux ont capté aussi. Alors, pareil, les éléphants, les chiens, mais c'était surtout les éléphants. Parce qu'en Asie du Sud-Est, il y a beaucoup d'éléphants qui travaillent dans les champs, dans les bois. L'éléphant est utilisé comme un tracteur là-bas. Donc il y a énormément d'éléphants. Les éléphants sont partis bien avant que le tsunami déferle sur les... Alors les éléphants n'ont pas cette capacité de se connecter comme ça, consciemment ou inconsciemment, avec des événements. Sauf qu'ils ont un instinct. Là, ce n'est pas le champ émotionnel, ce n'est pas le champ mental qu'ils ont capté. Leur instinct a capté un danger.
ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Ils n'avaient pas prévu qu'il y allait un tsunami. Déjà, pour un éléphant, un tsunami, ça n'a pas de réalité. Il ne sait pas ce que c'est. Ils ont capté un danger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Ils ont quitté les bords de mer. Ils sont partis dans les terres ou sur les collines. Même des animaux sont capables de se connecter. Alors, c'est toujours inconscient, hein. C'est toujours inconscient. Mais même les animaux sont capables de connecter. Je pense que dans ces cas-là, les plantes sont capables de connecter. Il y a une histoire qui est assez savoureuse. L'inventeur du polygraphe. Le polygraphe, c'est le détecteur de mensonges. C'est un monsieur qui était membre de la CIA. C'était dans les années 50. Et ce monsieur, et donc il avait donc inventé le polygraphe. C'est des électrodes que l'on branche sur la personne. Et il en avait un dans son bureau et il avait une plante qu'il adorait et il a voulu faire une expérience, savoir si la plante pouvait capter quelque chose. Comme ça lui a pris. Et donc il a branché des électrodes sur les feuilles de cette plante et il a fait des expériences. Par exemple, il approchait un briquet et la plante, elle envoyait une impulsion. Mais où ça devient fort, c'est que quand il avait l'intention vraiment de brûler une feuille, la plante, elle réagissait. Donc elle envoyait sur le polygraphe, elle envoyait c'est des traits comme ça, avec clac-clac. Elle envoyait des impulsions. Et quand il n'avait pas d'intention, qu'il faisait semblant de brûler la feuille, la plante, elle ne réagissait pas. Oui, c'est surprenant. Hein. Alors, pareil, le champ quantique, même des plantes se connectent, alors toujours inconsciemment, au champ quantique. Alors, où ça devient amusant, c'est que comme il était membre de la CIA, ça s'est répandu cette histoire. Et des inspecteurs du FBI avaient entendu, il avait écrit un livre, avait lu son livre, et un jour ils menaient une enquête, il y avait un assassinat dans un bureau, et ils avaient 7 personnes qui étaient suspectes, mais sur les 7, ils savaient pas, ils n'arrivaient pas à trouver la personne. Et comme il y avait une plante dans la pièce où il y a eu le meurtre, l'un des inspecteurs du FBI s'est dit, tiens, allons demander, on ne sait jamais, allons lui demander qu'il vienne avec son polygraphe. Donc ils ont branché le polygraphe sur les plantes, ils ont fait rentrer les personnes les unes après les autres, et à un moment donné, la plante, elle a envoyé une impulsion de peur. C'était des impulsions de peur, parce qu'ils savent lire le polygraphe, hein, des impulsions de peur, voilà, et de plantes. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Oui. Est-ce que tout ce que tu nommes, c'est ce qu'on appelle la rétrocausalité? Alors, la rétrocausalité, je ne sais pas, vous avez entendu parler, les personnes qui sont là, vous avez entendu parler de rétrocausalité? Oui, non? Pas trop? Bon, la rétrocausalité, c'est quelques chercheurs, donc des physiciens de la conscience, alors ils ne sont pas nombreux, c'est assez récent, ça date de quelques années, développent une idée sur les relations de cause à effet en partant du principe, puisque ce sont des physiciens et qui étudient le champ quantique, ils se disent que tous les possibles sont réalisables. Donc ils partent du principe que des effets peuvent arriver sans qu'il y ait la moindre cause. Il n'y a pas de cause, sans rétrocausalité, sans cause. Et ils vont encore plus loin en disant que les effets provoqués sans cause peuvent provoquer des causes nouvelles. Alors, quelque part ils ont raison, mais quelque part, ils ont raison, puisque à partir du moment où une cause crée un effet, l'effet, il ne va pas comme ça avoir juste un effet, point final, et on n'en parle plus du reste de la vie. L'effet qui découle de cause va amener de nouvelles causes qui vont créer de nouveaux effets. Donc, de ce point de vue-là, ils ont raison. Mais où je ne suis pas d'accord avec eux, c'est que pour moi, une cause, un effet ne peut pas subvenir sans la moindre cause. Pour moi, c'est du domaine de l'impossible. Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a des causes dans des effets dont on n'arrive pas à déterminer la cause. Des causes qui sont tellement subtiles qu'on ne les perçoit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les perçoit pas qu'elles ne sont pas là. D'autant plus que certaines causes qui engendrent des effets peuvent avoir eu lieu dans le passé, dans un passé plus ou moins long ou plus ou moins récent.
Et si on va plus loin, certaines causes peuvent même avoir eu lieu dans des vies antérieures. Et l'effet, il va se manifester des centaines d'années après. Donc, pour eux, comme ils ne perçoivent pas de cause, ils considèrent que des effets peuvent arriver sans cause. Et pour moi c'est inconcevable. Je dirais même que c'est une aberration. Mais bon, pour eux, ils y tiennent, ils sont vraiment partis là-dessus. Il y a des conférences qui sont données là-dessus. Il y a même 2 ou 3 livres, j'en ai lu un là récemment, pas du tout convaincu, mais bon. Parce que je reprends mon histoire là de Ben Laden. Quand on voit, la seule cause que l'on voit, c'est détournement d'avions et 2 avions qui s'écrasent sur les tours. Alors ça, ce sont les causes apparentes. Mais les causes non apparentes, c'est qu'on peut même remonter bien avant, antérieurement, à Ben Laden, parce que on peut remonter à la guerre qu'il y a eu en Afghanistan contre les Russes. Donc Ben Laden, à ce moment-là, c'était un banquier honorable, ce n'était pas un financier du monde terroriste. Et c'est quand l'armée russe a quitté l'Afghanistan, les Moudjahidines se sont retrouvés équipés d'armements que leur avait fourni la CIA, des armements ultra sophistiqués. Et comme ce sont des hommes qui vivent dans un état de guerre depuis la nuit des temps, ils ont toujours combattu, mais ils ont cherché un nouvel ennemi. Et le nouvel ennemi, c'était le grand Satan, c'était l'Amérique. Eh bien, donc Ben Laden s'est greffé là-dessus. Des années après, il a financé des mouvements terroristes, souvent, certains qui venaient de ces moudjahidines qui avaient envie de continuer à se battre sans trop savoir vers qui. Donc voilà, là les causes, elles remontent très loin. Mais c'est vrai que si on ne va pas gratter sur la surface, on ne va pas les voir ces causes. Donc on peut se dire, ah ben tiens, tout ça c'est arrivé comme ça. Et donc ces effets provoqués sans cause vont donner de nouveaux effets ou de nouvelles causes. Alors, moi je considère donc qu'un effet provient d'une cause. Alors, je vais prendre un exemple qui me concerne. C'est plus facile au lieu d'en inventer. Un des phénomènes qui permet de percevoir ou de travailler, de faire en sorte que le futur puisse impacter le présent, c'est la force de l'intention. Alors la force de l'intention, ce n'est pas la pensée positive. La pensée positive, en pensée positive, on espère qu'on se concentre, on met toute son énergie sur une réalisation. La force de l'intention, c'est très différent. C'est pour ça que la pensée positive, c'est facilement réalisable pour beaucoup. La force de l'intention, ça l'est quand même sacrément moins. La force de l'intention, imaginons, donc moi je prends mon exemple, j'avais un problème sur le visage, un problème très embêtant, et il fallait que je subisse une opération. Et une opération charcutage, d'enlever une partie, c'était le nez en l'occurrence, et donc il fallait me faire une greffe quelque part dans le corps, gratter tout ce qu'il y avait à l'intérieur du nez, mettre une greffe à l'intérieur du nez, et ensuite la peau qui avait été enlevée d'une partie du... Il y en avait pour plus d'une année, avec un peu de souffrance, et surtout d'être totalement défiguré pendant 1 an avant que tout ça cicatrise. Je me suis dit... Moi, je connais la force de l'intention, je vais pas me... Et puis en plus de ça, j'ai horreur des hôpitaux, il y avait 2 opérations qui étaient prévues, même 3 opérations prévues. Eh bien, pendant quelques semaines, je me suis focalisé, moi je faisais ça 7 à 8 minutes par jour, je parlais à mes cellules de mon nez, et je leur disais qu'elles étaient la santé parfaite. Je leur disais qu'elles étaient lumineuses, et qu'il n'y avait pas de problème. Je n'avais aucun problème, je ne cherchais pas à guérir, je n'étais pas malade, j'étais dans un état normal. Donc la force de l'intention nécessite d'avoir une foi totale, à la fois en soi et en la vie. Ce n'est pas faire comme si, parce que faire comme si, ça oscille entre la pensée positive et la force de l'intention. Mais faire comme si, il y a quand même... peut-être la peur que ça ne fonctionne pas. Dans la force de l'intention, ça ne fonctionne pas puisqu'il n'y a rien à faire. Tout est là, tout est réalisé d'avance. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai provoqué
un futur, parce que le futur, c'était dans un an, théoriquement, mon visage finirait par être avenant, plus de problème d'être défiguré. Donc j'ai raccourci les temps donnés, ça, au lieu d'avoir un an et de subir des opérations, j'ai fait ça en méditation le matin pendant quelques semaines, et donc j'ai ramené un an à quelques semaines. Donc voilà, j'ai ramené le futur dans mon présent, enfin presque présent, puisque ça m'a quand même pris quelques semaines. Un autre exemple qui m'est arrivé il y a très longtemps, quand à l'âge de 24 ans, à sortir d'une longue et grave maladie qui m'avait laissé coucher pendant 9 mois, c'était amusant, 9 mois, un accouchement, eh bien, je sortais donc de la vie profane, donc cette maladie m'a sorti de la vie profane, mais m'a amené à me retrouver, à retrouver le sens de mon existence que j'avais déjà manifesté dans mes vies passées. Mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas de quoi il s'agissait, je n'avais aucune idée, d'autant plus qu'à l'époque, c'était dans les années 70, il n'y avait pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les conférences, il y avait très peu de librairies. Les quelques librairies ésotériques qui existaient vendaient des livres de tradition, d'ésotérisme traditionnel ou des livres de magie blanche et de magie noire. Ce qui fait que, à cette époque-là, quand j'ai voulu réorienter ma vie dans un domaine spirituel, je ne savais pas comment m'y prendre. Je n'avais quasiment pas de livres à ma disposition, je ne connaissais personne, j'étais totalement isolé. Et dès les premiers jours où j'ai commencé à être dans une recherche nouvelle, j'ai commencé à faire une suite de rêves qui a duré 15 ans. Pendant 15 ans, je volais toutes les nuits. Alors, dans les airs, pas dans les magasins, hein, je volais comme ça, sans ailes, mais je volais dans les airs. Et sur 15 ans, cet épisode qui a duré 15 ans s'est fait en 5 étapes. 5 étapes de croissance spirituelle. Mais quand j'ai commencé à avoir ces premiers rêves, donc la première étape, je ne savais pas de quoi il s'agissait. J'étais heureux, je volais la nuit, c'était génial. Quand la deuxième étape de croissance est arrivée, j'avais toujours pas fait le lien avec ma vie. Je trouvais ça plus génial parce que je pouvais aller plus loin, plus haut que dans la première étape. Et ce n'est quand la troisième étape a commencé que j'ai fait le lien entre ma vie, ma quête, ma recherche spirituelle et ce que je vivais dans les rêves. C'est-à-dire que les rêves annonçaient avant que je le vive, annonçaient ce que j'allais être dans les temps futurs. Donc dans les temps futurs, pendant 5 épisodes sur 15 ans. Et à chaque fois, chaque nouvelle étape de ces rêves m'a mené non pas des informations sur ce que je devais faire, mais me mettait en phase avec la réalité que j'allais développer en moi dans les années qui suivaient. 15 ans, 5 épisodes, ça fait quoi 5 fois 3, 15, ça fait 3 ans, à peu près 3 ans. Bon, ça s'est pas fait comme ça, mais grosso modo, imaginons 3 ans par étape. C'est-à-dire qu'à chaque début de nouvelle étape, je vivais ce que j'expérimentais dans mes rêves, ce que j'allais être 3 ans plus tard. Donc voilà Alors comme ça m'annonçait ce que j'allais être 3 ans plus tard, que je me laissais guider par ces rêves, eh bien, je mettais en place dans ma vie des choses auxquelles je n'aurais absolument pas pensé, que j'aurais mis quelques années à découvrir, peut-être beaucoup plus de 3 ans pour y parvenir. Donc je me mettais à vivre, mais c'était même pas conscient, inconsciemment, je me mettais à vivre ce que je vivais, les étapes de croissance et de conscience que je vivais dans mes rêves. Alors je ne volais pas sur le plan physique, hein. Quoique c'était tellement présent dans 15 ans, toutes les nuits, que souvent quand j'étais en retard sur le plan physique, je tapais du pied comme je faisais dans mon rêve, mais j'ai dit, mais non, je suis là, je ne suis pas dans le plan subtil, je suis dans le plan physique, je ne vole pas. J'ai même failli un jour me tuer, j'ai sauté d'une falaise, parce que heureusement il y avait une branche, je me suis rattrapé à la branche, parce que j'ai réalisé en un quart de seconde que je n'étais pas dans le rêve, que j'étais sur le plan physique. Donc voilà comment le futur peut impacter le présent. Et comme il impacte le présent, eh bien, le présent, il n'est plus le même que celui qu'il était juste avant d'être impacté. Et comme ça impacte le présent, eh bien, ça va aussi impacter le futur. Ce qui fait que notre futur qui vient de nous impacter, quand on le vivra, ce futur, il sera beaucoup plus vaste, beaucoup plus dimensionné qu'il aurait été s'il ne nous avait pas impacté. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, me dit Manon. Oui, c'est clair pour tout le monde.
Bah, génial, je suis clair. Comment tu peux faire alors la différence entre l'intention et l'intuition dans les capteurs? L'intuition, c'est une manifestation de ce que je suis en train de développer, de parler. L'intuition nous fait découvrir quelque chose d'un futur plus ou moins proche et nous le ramène dans la réalité, dans le présent, je veux dire. Donc il y a intuition, pour moi, une intuition est une manifestation comme j'ai parlé de prémonition, d'astrologie, qu'est-ce que j'ai dit, de télépathie, de tous ces phénomènes-là. Tout ça, c'est parce qu'on est dans le champ quantique. S'il n'y avait pas de champ quantique, si une partie de nous, voilà, notre cerveau droit est dans le champ quantique, notre cerveau gauche, il est dans le champ physique. Alors quand on a une intuition ou une prémonition, c'est que notre cerveau droit s'est mis à prendre le relais sur le cerveau gauche, et le cerveau droit, comme il est branché sur l'universel, enfin sur le champ quantique, eh bien il perçoit des choses, il conçoit des choses, il comprend des choses que le cerveau gauche, lui, ne peut pas intégrer, ne peut pas capter ou ne peut pas comprendre. Pour comprendre ça, notre cerveau droit, il est connecté au champ physique, bien évidemment, mais il est connecté à deux champs, alors que notre cerveau gauche, lui, n'est connecté qu'au champ physique. Oui, Nadine? Oui, j'ai une question. Au tout début, tu as parlé des trois champs dans lesquels nous vivons. Donc le champ physique, le champ quantique et le troisième. Et le troisième, c'est l'intermédiaire, quelqu'un qui vit à la fois dans l'un et dans l'autre, ou par moment dans l'un et par moment dans l'autre, ou par moment dans les deux. Par exemple, quand on a Bénédicte vient de parler d'une intuition. Quand on a une intuition, on est là, on peut même avoir une intuition en ayant une activité particulière, mais une partie de notre être, donc de notre cerveau, enfin c'est pas le cerveau, mais bon, on appelle ça le cerveau droit, une partie de nous, et c'est connecté aussi à quelque chose d'autre, qui est du domaine du champ quantique, ce qui fait qu'on se meut à la fois dans deux univers, l'univers physique et l'univers quantique. Tu vois? Et on fait ça très souvent. Enfin, pour les personnes qui sont dans une quête d'évolution, celles qui sont dans le développement personnel et transpersonnel, dans une quête dite spirituelle, les personnes qui n'ont aucune quête pour le moment, qui vivent les choses comme elles se présentent, qui n'imaginent pas que l'on puisse changer, que l'on est comme on est, ces personnes-là, le champ quantique, leur cerveau droit, il est pas en activité, et le champ quantique, ils ne savent pas ce que c'est, ou simplement, intellectuellement, par la lecture, oui, Marie-Odile? Est-ce qu'on peut penser que le champ quantique, ça peut être lié à l'inconscient ou ça peut être lié au plan astral, mental, spirituel? Alors, il est Est-ce que relié. c'est différent? Il est relié à tous ces champs, à tous ces plans. Mais c'est sûr qu'il vaut mieux être relié, et quand on est dans le champ quantique, il vaut mieux être relié au champ supraconscient qu'à l'inconscient collectif de l'humanité. Mais par exemple, quand j'ai pris l'exemple là, du tsunami avec les animaux, quand j'ai pris l'exemple du World Trade Center avec l'inconscient collectif de l'humanité qui avait perçu, eh bien là c'est l'inconscient collectif de l'humanité, c'est pas le supraconscient de l'humanité. Donc bien évidemment, tous ces champs, tous ces plans sont complètement intégrés dans le champ quantique. Ce sont des parcelles de l'hologramme. L'hologramme champ quantique, qui lui-même est une parcelle d'un hologramme champ quantique encore plus vaste, et ainsi de suite, à l'infini. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que tout le vivant, toute vie biologique est connectée. C'est-à-dire que nous sommes connectés aux étoiles. Alors, on ne le sait pas, on n'en a pas conscience, mais dans quelques décennies, quand nos facultés créatrices vont s'éveiller grandement, parce qu'on est quand même dans l'ère du Verseau, et ce sont des choses qui vont arriver très vite, et des nouvelles énergies qui affluent sur la planète, et qui nous stimulent totalement, qui stimulent notre être intérieur. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les forces de l'univers, toutes les forces spirituelles de l'univers, qu'on peut appeler les maîtres cosmiques, les anges, les planètes, les galaxies, tous les 7 rayons cosmiques, les courants qui affluent des doucines du zodiaque, tout ça nous pénètre en permanence.
Ça nous traverse, on n'en est pas conscient, mais petit à petit, quand notre champ de conscience va s'agrandir, on va commencer à percevoir consciemment tous ces champs, toutes ces énergies, toutes ces vibrations qui nous arrivent de l'univers ou de nos semblables, même des semblables qui habitent au Tibet, que l'on ne voit pas et que l'on ne connaît pas, ou des semblables qui sont désincarnés, qui ne sont pas sur le plan physique momentanément. Donc à un moment donné, petit à petit, on va être conscient de tout ça. Oui, Marie-Odile ? Oui, donc par le pouvoir de l'intention, on peut tout à fait se relier à une étoile ou se relier à des entités spirituelles, et c'est ça qu'on fait quand on Absolument. demande, parce que j'explique à ma petite fille qu'elle peut demander de l'aide à l'ange gardien ou à une entité spirituelle ou à Dieu, ou tout ça, c'est lié le fait qu'on est tous dans un hologramme et qu'on est tous reliés avec les maîtres de la hiérarchie. Ça, c'est extraordinaire. Les authentiques channeling, parce que malheureusement, sur les nombreux channeling qu'il y a, la plupart du temps, c'est l'être qui est connecté à son âme et qui ne peut pas le concevoir. Donc il va imaginer des maîtres cosmiques, des anges, des archanges et autres. Mais il y a quand même quelques transmissions qui sont authentiques. Si elles proviennent, c'est que ces êtres-là, des êtres spirituels, s'intéressent profondément à notre évolution, à l'évolution des animaux, des plantes, du monde minéral. On est guidé, on est influencé, même si, alors on n'est pas obligé d'accepter ces influences. Il est dit, comme on a le libre arbitre, des forces cosmiques proposent. Et après, l'humanité dispose. Alors il y en a toujours qui sont vraiment profondément reliés. Mais jusqu'à il y a peu de temps, il y avait très peu de personnes à travers le monde, à travers l'histoire, qui étaient connectées et qui recevaient ces messages sans les dénaturer, sans les transformer, qui les recevaient tels qu'ils étaient. On a les grands écrits, par exemple, je pense à des ouvrages, des textes comme les Védas, les Upanishads, la Bhagavad Gita, le bardo Tudol des livres des morts tibétains, ainsi de suite, le livre des morts égyptiens. Tout ça, ce sont des textes qui ont été transmis à l'humanité. Et donc il y a des êtres qui les ont reçus, qui les ont intégralement, qui les ont transcrits, même si ça n'a pas influencé beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, on arrive à une époque où ces forces d'influence du cosmos sont démultipliées. Tout simplement parce que l'humanité a fait un bond conscientiel depuis le début du XXe siècle colossal. Et je pense qu'aujourd'hui, la croissance de la conscience qui va avoir lieu dans les 100 ans à venir sera beaucoup plus importante que toutes les croissances de conscience qu'il y a pu avoir depuis la nuit des temps. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, des millions de personnes commencent à être réceptifs à toutes ces influences cosmiques. Le champ quantique, la découverte du champ quantique, ça date des années 1920, hein, ça fait à peine un siècle. Pourtant, le champ quantique, on vit dedans depuis la nuit des temps, ça fait des millions d'années, et pour la planète, ça fait des milliards d'années qu'elle vit et que le champ quantique est omniprésent. Eh bien, ça fait quand même qu'un siècle, et au début, c'était quelques scientifiques très compétents qui commençaient à se débattre avec ça. Et l'histoire du champ quantique, c'est rentré aujourd'hui dans l'inconscient collectif du monde occidental. Ça fait quoi? Ça fait à peine une petite vingtaine d'années. Aujourd'hui, tout est quantique. On va avoir de la nourriture quantique, des coiffeurs quantiques, la médecine quantique. C'est devenu très très à la mode. Mais alors, il y a beaucoup d'illusions dans ce genre de choses-là. J'ai vu des coiffeurs quantiques, ça ne veut pas dire grand-chose, mais le simple fait qu'on utilise ce concept, le simple fait qu'on imagine que l'homme est autre chose qu'une matière biologique qui naît, qui travaille, qui évolue, qui aime, et puis qui finit par mourir, le simple fait qu'aujourd'hui des millions et des millions de personnes pensent que la réincarnation n'est pas une vue de l'esprit, que la conscience n'est pas une vue de l'esprit. Malheureusement, beaucoup de scientifiques n'y croient pas encore, mais des millions d'individus travaillent là-dessus. On le voit, le monde du développement personnel touche presque le monde entier. Donc nous sommes à une époque phénoménale qui n'a, à ma connaissance, qui n'a pas d'équivalence dans toute l'histoire de l'humanité. Tout simplement parce que l'homme est prêt aujourd'hui, l'homme avec un H majuscule, hein, c'est le masculin et le féminin, l'homme est prêt à
rentrer dans une dimension nouvelle de l'existence, une dimension nouvelle de l'esprit, une dimension nouvelle où l'amour, le cœur va s'ouvrir de plus en plus. Et regardez, là, je parle de l'amour. Le concept d'amour est la dernière grande révélation qui a été apportée à l'humanité il y a 2000 ans par le Christ. Ça peut paraître curieux pour beaucoup, mais avant la venue du Christ, le concept d'amour n'avait pas de réalité, n'avait pas d'existence. Je dis souvent, même les grands initiés grecs, Platon et autres, il n'y en a aucun qui parle de l'amour. Ils parlaient de la conscience, ils parlaient de l'intellect, du mental, mais l'amour n'existait pas. C'est-à-dire que le Christ est venu apporter à une révélation phénoménale à l'humanité, le concept d'amour, parce que c'est un concept. Le concept d'amour n'est pas venu il y a 2000 ans juste pour l'humanité. Le concept d'amour, c'est un concept qui est cosmique. C'est-à-dire que pour la première fois dans la longue histoire de l'humanité, qui a plusieurs millions d'années, l'homme pouvait se connecter à la grande réalité, la seule et unique réalité qui existe dans l'univers. La seule réalité qui existe dans l'univers, c'est la conscience. Et la conscience, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour. Donc voilà un signe. Alors bien évidemment, le Christ, quand il est venu il y a 2000 ans, il a un peu prêché dans le désert, parce que l'humanité, elle commençait à peine, elle commençait peut-être à commencer à imaginer qu'elle puisse être prête à recevoir ça. Et il a fallu 2000 ans pour que... Mais aujourd'hui, le concept d'amour est rentré dans les mœurs. On parle d'amour partout. Des livres sont écrits dessus, des films sont faits. C'est même le thème qui est le plus débattu dans la vie de tous les jours. Donc voilà, l'humanité est prête à faire une croissance de la conscience, à faire un saut quantique. Donc là, je trouve que le terme est totalement approprié, un saut quantique de conscience. Je pensais à une chose par rapport aux causes. Tu as parlé de rétrocausalité. Oui. Est-ce qu'on pourrait aller chercher des causes créatrices? Eh ben, la force de l'intention, ça sert à ça. Hein. C'est pas pour avoir plus d'argent ou rencontrer l'âme sœur d'un soir. C'est pour créer des choses qui sont fécondes pour nous. Donc la force de l'intention, c'est pour moi l'un des meilleurs moyens pour y parvenir. On crée de la conscience, on crée de la croissance, on crée de l'activité créatrice. On crée de la création en nous. Le simple fait d'avoir la foi, d'avoir foi en nous, d'avoir foi en la vie, c'est un pas gigantesque. On le voit, nous, à l'école Plénitude, quand on forme les personnes, le problème majeur de 90% des personnes qui viennent, que l'on a depuis 25 ans, c'est la confiance en soi. C'est le gros thème majeur. Tout simplement parce qu'on laisse à l'ego, donc la partie, une partie du cerveau gauche, malheureusement le cerveau droit, heureusement le cerveau droit l'ego n'a pas accès au cerveau droit, le cerveau droit c'est l'âme. Eh bien, une grande partie de l'humanité donne encore trop souvent prise à l'ego, donc fonctionne encore trop souvent avec le cerveau gauche et pas suffisamment avec le cerveau droit. L'âme doit s'épanouir de plus en plus. Alors je ne suis pas en train de dire qu'à un moment donné, c'est le cerveau droit qui va prendre les rênes et le cerveau gauche va se taire. Donc il faut que les deux fonctionnent en même temps. Le cerveau droit, on pourrait dire que c'est l'architecte qui prévoit les plans, et le cerveau gauche, c'est les corps de métier qui vont les réaliser. C'est un peu comme les mains, les bras. Sans ça, on ne peut rien réaliser. Donc c'est notre cerveau gauche qui est capable de réaliser, de mettre en place des choses. Notre cerveau droit, lui, il l'imagine, il conçoit, il crée, mais il n'élabore pas. Donc l'âme, elle a besoin de l'ego, mais l'âme, elle vit dans le champ quantique. Elle ne vit pas dans le champ fin. C'est l'ego qui vit dans le champ physique. L'âme, elle est dans le champ quantique en permanence, tout le temps. Et plus l'âme s'éveille, et plus le champ quantique entre dans notre existence, dans notre vie, plus on se connecte à sa réalité. Et donc plus on a de synchronicité, plus on est en contact avec des égrégores féconds, plus on a d'impressions, d'idées novatrices, plus on a d'intuition, plus on a de facultés psychiques qui s'éveillent en nous. Et c'est ça le futur de l'humanité. C'est d'être capable de remplacer les machines. Un jour, on n'aura plus besoin d'ordinateurs, parce que nous sommes bien plus supérieurs à des ordinateurs. Si toutes les cellules de notre cerveau se mettaient à fonctionner, n'étaient pas assoupies
comme un grand nombre l'est, eh bien, même le plus rapide des ordinateurs serait très en arrière par rapport à nous. Nous avons des facultés absolument phénoménales, tout simplement parce que petit à petit, nous rentrons dans ce champ quantique. Et imaginez ce qui se passera quand on dépassera le champ quantique dont il est question et qu'on rentrera en conscience avec un supra-champ quantique. Là, moi, je ne peux même pas imaginer, concevoir ce qui se passera à ce moment-là en nous. Ce que sera le monde, c'est tellement lointain, tellement loin de notre réalité présente. Mais ce n'est pas parce que c'est loin de notre réalité présente que ça n'existe pas. Alors par contre, ce futur, pour le moment, là, il est trop lointain pour pouvoir l'incarner dans le présent. Hein. Mais celui du champ quantique, tout le futur qui est inscrit dans le champ quantique, en tout cas le nôtre et celui de l'humanité, eh bien celui-là, oui, on peut l'incarner dans le présent. Et en l'incarnant dans le présent, on le transforme dans le futur. Donc à chaque fois, on gagne du temps, on gagne en croissance, on gagne en fréquence, on monte de plus en plus haut en fréquence. Où on mettrait des nombreuses années pour y parvenir, là, ça peut se faire quasiment dans l'immédiat, enfin très rapidement. En physique quantique, il est dit que si on met deux particules élémentaire. Quand je dis particule, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une particule élémentaire, ça peut être une particule, ça peut être des animaux, ça peut être des êtres humains, ça peut être des planètes. Mais bon, là, ils partent avec des particules élémentaires puisqu'ils travaillent avec ça. On les met en lien une fraction de seconde et on les envoie, imaginons qu'on puisse le faire, parce que bien évidemment, on ne peut pas le faire, mais imaginons qu'on puisse le faire, on en envoie une à un bout de la galaxie, l'autre à l'autre bout de la galaxie, elles restent connectées dans l'instant même. C'est-à-dire qu'elles vont communiquer non pas à la vitesse de la lumière, 300 000 km/h, parce qu'un bout à l'autre de la galaxie, ça va mettre des milliards d'années pour entrer en communication. Ça fonctionne dans l'instant même. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière, Einstein pensait que c'était la vitesse ultime, rien ne pouvait dépasser la vitesse de la lumière. Eh bien, la vitesse de l'instant, eh bien, c'est la vitesse de l'esprit. Donc voilà pourquoi ces choses peuvent intervenir. Mais si elles arrivent, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une connexion. Même si on n'en est pas conscient, il y a eu une connexion. Et cette connexion, elle peut se répercuter pendant des mois, des années, et même pendant plusieurs vies. Pourquoi des êtres se retrouvent d'une vie sur l'autre, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan subtil? Parce qu'ils sont connectés, tout simplement. Et si la connexion est vraiment intense, elle est vraiment profonde, eh bien, ils vont se retrouver très rapidement. Et quand ils vont se retrouver, quelque part, inconsciemment, ils vont se reconnaître. Ils vont devenir amis ou ennemis, puis si la connexion est plutôt quelque chose, si c'était la haine qu'il y avait entre deux êtres, parce que la connexion, elle fonctionne aussi bien pour la haine que pour l'amour. Hein. Elle fonctionne dans tous les sens. Eh bien, les êtres, ils vont se retrouver, parce qu'ils sont toujours en lien entre eux. Quand j'ai fait une sorte de NDE, quand je suis resté pendant 3 jours entre la vie et la mort dans le coma, un coma profond, je suis passé de l'autre côté et il y avait une centaine de personnes qui m'attendaient. C'était des amis de longue date, donc de 3 de mes dernières existences. Eh bien, donc il y en avait qui étaient habillés à la mode du 19e siècle, je pense que c'était ils avaient été ou français ou belges. Il y en avait qui étaient habillés à la mode du 17e siècle, je pense que c'était la mode italienne, parce qu'on parlait par télépathie, on ne parlait pas en français, en anglais, en italien. Et il y avait des moines tibétains, donc sûrement du 15e siècle, qui étaient habillés comme des moines tibétains. Mais tout le monde se connaissait, on était amis, je connaissais l'existence de chacun. Même avec les moines tibétains, ça faisait 5 siècles qu'on ne s'était pas vus. C'est comme si je les avais quittés 15 jours auparavant. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est pour ça que quand on est dans le champ quantique, quand on est dans l'instant présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de devenir. Tout ça est amalgué dans un non-temps ou dans un non-espace. Alors, on dit que dans le champ quantique, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. En apparence, c'est vrai. Mais je me dis que sur le champ quantique, il doit y avoir un temps et un espace totalement différents du nôtre sur le plan physique. Alors moi j'appelle ça un non-temps et un non-espace, mais ce n'est pas parce que c'est un non-temps qu'il n'y a pas de temps. Le non-temps, c'est un éternel présent. Tout le temps, un éternel présent. On vit dans un éternel présent. Sans que le passé, sans que le futur puisse intervenir d'une manière ou d'une autre. Enfin, non, ils interviennent, mais on n'est ni dans le passé, ni dans le futur. Parce que passé et futur sont inclus dans l'instant présent.
C'est pour ça que quand on est sur le plan subtil, quand on est désincarné, dans l'au-delà, ou quand on fait un rêve, imagine, il y a des gens qui font, moi ça m'est arrivé, on fait un rêve qui pourrait avoir la sensation de durer de nombreuses années, voire peut-être toute une vie. Mais dans un rêve, on ne vieillit pas. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « je me suis vu vieillir dans un rêve » ou « vieillir dans un rêve ». Dans un rêve, on est comme on est, tout simplement. Sur le plan subtil, c'est la même chose. On ne vieillit pas sur le plan subtil. On est comme on est, ou on prend la forme que l'on veut, mais on ne vieillit pas. On peut rester, si quelqu'un reste 1000 ans sur le plan subtil avant de se réincarner, pendant 1000 ans, il peut garder la même forme, la même apparence. Alors c'est une apparence subtile, c'est une apparence éthérique, mais il y a quand même une forme. Donc voilà la différence entre le champ physique et le champ quantique, c'est qu'on vit dans un instant présent permanent. Et vivre dans l'instant présent, c'est génial, parce que ça nous permet de ne plus nous poser des questions existentielles du style que va-t-il se passer demain, la peur est complètement évacuée, on est dans un état de sérénité totale. C'est génial d'être dans l'instant présent. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus rien. Même les pires catastrophes qui sont annoncées par les médias, elles ne nous touchent pas, elles ne nous affectent pas. Elles ne nous affectent pas. Elles peuvent nous toucher parce qu'on a de l'amour en nous, mais elles ne nous affectent pas. Tout simplement parce qu'on sait que tout ça, c'est le jeu de l'existence, le jeu des égos. Quand on est dans l'instant présent, l'ego, il se met au service de l'âme. L'ego et l'âme sont réunis. La matière et l'esprit sont réunis. Tous les opposés, tous les contraires sont réunis, sont associés, sauf l'homme et la femme. On reste toujours un homme et une femme, mais on ne fait plus la différence. Le sexe n'a plus la moindre importance dans ces cas-là. C'est l'être qui compte. Donc voilà, l'instant présent nous met en communion avec l'infini en permanence. Tout à l'heure, tu parlais des moines tibétains Oui. en Europe, et ce sont les spécialistes de la téléportation. Ce qu'on appelle le don d'ubiquité, c'est ça? J'avais lu un livre, ou la téléportation. Pas comment tu veux voilà, ça s'appelle don d'ubiquité, de pouvoir se retrouver à 2 ou 3 endroits simultanément. Il y a eu comme ça quelques personnages à travers l'histoire. Le plus célèbre, c'est Apollonius de Tyane, au 1er siècle après Jésus-Christ. C'était un grand philosophe grec. Et il a été condamné par le clergé orthodoxe de l'époque grec. Et donc il est passé un jugement, et quand ils ont annoncé sa condamnation à mort, il a dit de toute manière, mon âme ne vous appartient pas et même pas mon corps. Et à ce moment-là, une partie de lui, il était à des centaines de kilomètres en train d'enseigner à des disciples. Donc il était à 2 endroits à la fois. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi, ça m'est arrivé que pendant 5 semaines, à la suite de ce coma profond pendant 3 jours, oui, quand je suis revenu à la conscience, donc j'étais à l'hôpital, et chaque jour j'avais des... Alors c'était pas tout le temps, hein, c'était par moments, surtout quand j'étais tout seul, parce que comme une partie de moi était dans le champ quantique, je savais exactement quand quelqu'un allait rentrer dans la chambre, donc je savais que par moment j'avais 2-3 heures de tranquillité sans que personne rentre dans la chambre. Et à ce moment-là, une partie de moi se dédoublait. Alors, pas physiquement, hein. J'avais une partie de moi qui était sur le lit, donc le moi physique était sur le lit, et le moi subtil qui partait. Alors, j'allais rencontrer des personnes avec qui j'avais des conversations philosophiques. Je suis parti dans l'univers où je me suis retrouvé cellule parmi des milliards de cellules. Je me sentais connecté à l'ensemble de l'univers. À un moment donné, c'était pendant la Seconde Guerre Amérique contre l'Irak. À un moment donné, je me suis retrouvé, donc la partie de moi qui se dédoublait s'est retrouvée au-dessus d'un désert. Je savais que c'était l'Irak. J'ai vu l'armée américaine qui avançait vers Bagdad, et je suis allé vers Bagdad, et il y avait une énorme forme spongieuse qui dépassait même la ville. C'était énorme, c'était très haut, c'était très vaste, c'était colossal comme forme. Très spongieux, c'était vraiment une sorte de magma, et je suis rentré dedans et j'ai compris que c'était l'inconscient collectif du peuple irakien, et que à l'intérieur de ce magma, j'essayais d'abréger des souffrances, parce qu'il y avait des enfants qui hurlaient, des femmes qui criaient, c'était vraiment un égrégore de peur terrifiante qui était là. Donc je me suis dédoublé pendant 5 semaines. Alors
pas physiquement, c'était une partie subtile de moi qui partait, et j'étais pas physiquement à deux endroits à la fois, mais j'étais quand même à deux endroits à la fois. Et la partie de moi qui se dédoublait pouvait aller où elle voulait, elle traversait des murs, traverser des montagnes, aller au fond des océans. C'était la liberté totale, parce que là, cette partie de moi était dans le champ quantique, alors que l'autre partie de moi, assise sur le lit, était sur le champ physique. Mais les deux moi étaient en connexion permanente. C'est que quand le moi physique sentait que quelqu'un allait rentrer dans la chambre, moi parti ailleurs le savais instantanément, et je revenais dans le corps physique à l'instant même. Alors c'était pas des voyages astrales, parce que je dormais pas, j'étais à l'état de veille en permanence. C'était un dédoublement psychique, c'était mon âme qui partait vaquer à des occupations. Ouais. Donc oui, ce sont des phénomènes qui peuvent arriver. Mais un jour lointain, nous aurons cette faculté, alors peut-être pas forcément tout le monde, toute l'humanité, mais une grande partie de l'humanité aura ces facultés, comme la télépathie. La télépathie, le simple fait d'être en contact télépathique avec quelqu'un, eh bien c'est l'idée là, de ce fameux hologramme. Nous sommes tous dans un hologramme, donc la télépathie, c'est simplement deux parcelles ou deux étincelles de cet hologramme, ou deux particules de cet hologramme, mais qui se sont simplement rapprochées plus intimement qu'avec les autres. Et comme on s'est rapprochés, eh bien on se comprend, on peut se parler, on n'a pas besoin des mots. C'est un peu comme un couple qui est totalement en harmonie l'un et l'autre. Il y en a un qui va parler, l'autre pourrait dire exactement ce qu'il va dire, parce que l'autre sait ce que le compagnon ou la compagne va dire, parce qu'ils sont totalement connectés. Ce sont pas des doubles, mais quelque part, oui, on peut voir ça comme ça. Ce sont des êtres uniques, mais qui sont doubles, qui fonctionnent ensemble, totalement, en co-créativité. Donc oui, c'est possible, ce genre de choses. Mais c'est bon, aujourd'hui, c'est quand même... tous les moines tibétains ne sont pas capables de faire ça. Hein. C'est quand même assez exceptionnel quand ça arrive. Du reste, à travers l'histoire, il n'y a pas encore beaucoup de témoignages. On en a quelques-uns, mais ils ne sont quand même pas nombreux. Hein. Je pense qu'ils le seront de plus en plus dans les temps à venir, parce que c'est une faculté qui va s'éveiller petit à petit. Avec plein d'autres facultés, notre avenir est extraordinaire. Oui, on en est au tout début de ce Oui, ça fait quoi? Ça fait 3 ans que ce thème commence à être débattu, à peine, pas plus que ça. C'est encore balbutiant, quoi. Ouais. Que même si c'était déjà présent auparavant chez certaines personnes, on ne l'avait pas perçu, on ne l'avait pas conçu, on ne l'avait pas imaginé. Dans le livre Révélation de David Spengler, de Révélation, il y avait quand même connecté par David Spengler. Voilà, il y avait quand même énormément d'informations. Oui, mais des informations qui n'étaient pas présentes, qui sont en devenir. Rien dans Révélation, ça a été écrit dans les années 70, en 75 je crois, rien n'était présent sur Terre à ce moment-là. Ça a été écrit pour maintenant, quoi, pour le siècle à venir et le siècle prochain, et puis le siècle d'après même. C'est comme le livre que je suis en train de lire, là, qui s'appelle, c'est pas Semences d'étoiles, c'est, comment il s'appelle Semences d'étoiles, et puis la suite qui a été écrite 10 ans plus tard, ne parle que de ça, mais l'auteur, c'est censé être une présence angélique qui se manifeste. L'auteur, il parle dans le présent, mais il parle d'un futur qui doit s'incarner dans le présent. Mais il parle encore d'un futur. Quand on lit les lignes, on a l'impression que tout est déjà là en place. Mais quand on réfléchit bien, on sait que ce sera dans un siècle. Mais il parle des choses comme si elles étaient là. Donc, ce qui fait que moi, ce livre, il me fascine, il me passionne. J'ai l'impression je me dis, là, je suis... C'est la première fois que je lis un livre où je suis chez moi. Je me dis, j'aurais pu l'écrire ce livre, mais pas avec ces envolées, parce que là, c'est des envolées cosmiques. C'est quoi ce livre? Celui-là, je rentre dedans complètement. Ouais, c'est le bonheur total avec ce livre. Mais la réalité dont il parle, qui sera une réalité de demain, il en parle aujourd'hui pour qu'elle s'incarne le plus vite possible dans notre réalité présente. C'est qu'en fait, dans le futur, il y a un imaginaire fécond. Il faut aller chercher cet imaginaire fécond et surtout pas répéter.
Parce qu'en psychologie, il y a cette notion de répétition. On s'intéresse au passé, plus qu'au devenir. Voilà, on ramène le passé. Alors tu m'as dit ça à midi, on ramène le passé, alors qu'en fait il faut aller chercher le futur Chercher et le ramener futur pour le ramener dans le présent. Ça Exactement. c'est hyper important, C'est ça le doit être la principe. conclusion. Ouais. Mais un futur fécond, hein, pas un Oui, futur magistral, un futur de beauté, de partage, de communion, d'entraide, d'écoute, voilà.